Voilà. Donc, merci à tous de vous joindre à nous pour cette première conférence du cycle de conférences qu'on organise au sein de l'association. Un grand merci donc, à Sandrine et Christophe et Léa qui ont accepté de témoigner ce soir. Donc, Léa est aujourd'hui la plus âgée des porteurs du syndrome PAX1 en France, hein, en tout cas qui a été diagnostiqué, hein, connu. Voilà. Donc, Sandrine et Christophe ont mis des choses en place autour de Léa qui sortent de l'ordinaire. Et donc, on les remercie. Et je voulais aussi dire que donc, Christophe, hein, est député de la 6e circonscription du Pas-de-Calais, hein, est très engagé, hein, dans tout ce qui touche au handicap, hein. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Christophe, je te laisse la parole. D'accord, merci. Bonsoir à tous et à tous, hein. Très content de vous rencontrer pour la première fois, bien sûr. Et puis, alors bon, je vais revenir sur mon statut qui, comme je disais, si je suis arrivé aujourd'hui, comme j'avais expliqué quand j'avais rencontré Magali, si je suis arrivé député pour une période, bien sûr, c'est vraiment pour mon engagement sur le handicap. Et pourquoi j'y suis allé? Je ne suis pas un homme politique, je vous rassure tout de suite. L'objectif, c'était d'œuvrer et d'aider. Alors, je crois qu'il y a une coupure de son, Christophe. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Désolé, il y a des petites fenêtres qui se mettent en place et dès que je les coupe, Ça coupe le son. Ça coupe le son. Donc voilà, donc, je suis avant tout le papa de Léa et l'époux de Sandrine. Donc nous, on est très contents parce que ça fait 24 ans qu'on attendait ce moment-là, qu'on mette un nom sur le problème de Léa, qu'on arrive à résoudre ou qu'on n'arrive pas à résoudre, mais c'est vrai que c'est important pour nous. Parce que ça fait 24 ans qu'on était sans savoir ce que Léa, Ça a à nouveau coupé le son. je suis vraiment désolé. C'est revenu. Oui, oui. J'espère que ça va pas se faire tout. Euh, oui, bon. Je continue. Quand vous ne m'entendez plus, vous me faites signe. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Vous m'entendez plus? Si, c'est bon, c'est bon. Là, on t'entend. C'est bon. Là, Christophe, on t'entend, hein. Je dois avoir un problème, Magali. Alors, je ne sais pas où. Là, c'est bon. Test. Vous m'entendez là? Oui. Mais à chaque fois, ça coupe. Alors là, on n'entend plus. Là, on n'entend plus. Ça marche pas, non. Voilà, c'est bon. Bon, C'est bon. croisons les doigts, hein.
Oui, donc j'ai été à l'explication de la découverte du syndrome de Léa et donc on est vraiment satisfait et on est toujours en attente, bien sûr, On n'entend plus. On vous entend plus là. D'un seul coup, je me suis retourné et j'ai vu la tête de mon père qui est passée de la tête. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre le Zoom, on a quelques petits problèmes techniques au niveau du son. On espère que ça va revenir. Ça devrait revenir dans quelques secondes. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, j'ai peur que ça recoupe. Il y a pas une. Parce que là, je vois, c'est marqué. À chaque fois, j'ai une fenêtre. J'aime mieux régler ce problème-là avant de continuer parce que ça va revenir. Oui, oui, Parce que là, j'ai le volume, il est au vert. oui. Donc, je vois pas où je pourrais appuyer de plus. Ben non, micro. Ben non, il est. Non, ben, je pense que Et ça coupe pour quelle raison? j'ai un message toujours, retester votre truc. Et peut-être en coupant la caméra, peut-être que c'est le Wi-Fi qui n'est pas suffisamment puissant. Bon, là, on n'entend plus. Là, vous m'entendez? Oui, 1, 2, 3. Oui, c'est bon? Moi, je vous entends pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. Pour l'instant, ça marche, oui, je vois. Euh, bon, ça peut peut-être venir. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, oui, là, c'est bon. Alors, Magali, en Oui, haut de l'écran où on a nos photos, oui. il y a un micro qui est barré. Tu cliques dessus et tu marques activer. Ah, d'accord. C'est bon, là, moi, c'est bon. Alors, Émilie, c'est bon. Magali, c'est pas bon. Émilie, ça s'est remis en. En fait, faut... pardon, excusez-moi, excusez-moi. Je mets tout le monde en silencieux en fait pour qu'on puisse, parce qu'il y a forcément des bruits de fond. Donc pour qu'on puisse écouter Christophe, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire, à les marquer dans le chat ou alors à lever la main. Il y a une petite icône sur réaction et il y a marqué lever la main. Voilà. Bon, je pense que ça va aller, j'espère. Bon, voilà, je continue. Excusez-moi, hein. Voilà, là c'est bon. Non. Non, non, mais en fait, c'est pas une question de. Je pense que c'est le micro. Est-ce qu'on peut essayer sans la caméra, en coupant la caméra, voir si ça fonctionne mieux? Là, ça fonctionne. Non, on n'entend pas Christophe.
Là, Christophe, il faut appuyer sur le micro. Non, mais je pense que c'est un problème de connexion. Et Christophe, si tu coupes la caméra en appuyant sur la caméra, est-ce que ça fonctionne mieux? Si, il a Si, fonctionné. il fonctionne et il s'arrête, en fait. Si, il nous demande de test. Là, c'est bon. Là, on vous entend. Oh. Non, ça fonctionnait d'habitude. Delphine, ça fonctionnait à un moment donné et là. Oui, je sais, c'est pour ça que je te suggère de déconnecter, Voilà. de se reconnecter peut-être. Vas-y, essaie de faire ça, on verra Oui, bien. je pense que c'est la meilleure idée. Ouais, mais ça va recouper. On coupe et on revient. Non. Oui, coupez et revenez. On vous attend. Je reviens dans 2 minutes. Là. On vous entend là. Ouais. Je pense que lui ne nous entendait plus en fait. Bon, j'espère que ça va fonctionner un peu mieux. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, on a un petit problème technique avec le micro de Christophe. Voilà. Non, c'est pas mieux. Mais parce que vous êtes en mute là, il faut appuyer. C'est bon. C'est bon, ça y est. Bon. Merci Delphine. Et donc, j'espère que ça ne va pas se remettre à nouveau en coupure. Hein. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, comme quoi on était content de rejoindre le groupe et qu'on avait aujourd'hui une vision un peu plus claire sur le syndrome de Léa, qu'on a attendu depuis 24 ans. Et donc, de cette là, nous, on a toujours continué. On n'a jamais refusé, bien sûr, le handicap. Hein. Comme je dis toujours, le handicap de Léa, ça s'améliore, mais ça ne se guérit pas. Mais aujourd'hui, on a quand même espoir avec ces nouvelles annonces. Hein. Et donc, de cette là, nous, depuis 24 ans, depuis 24 ans, on travaille au bien-être de Léa. Donc, ça a commencé tout petit. Hein. Ce qui nous a avancé beaucoup pour nous, on a toujours continué la médecine. Hein. De toute façon, on n'a jamais abandonné la médecine puisqu'on faisait toujours partie du programme de recherche de Necker. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'était l'ostéopathie crânienne. L'ostéopathie crânienne parce que Léa a commencé à marcher à 27 mois. 27 mois. Et donc, attends une minute, Léa. Oui. Et donc, Léa a marché à 27 mois. Et donc, on a une amie qui nous a dirigé vers un ostéopathe à Metz qui faisait de l'ostéopathie crânienne. Donc, elle nous avait cité un peu tous les critères des enfants qui recevaient. Et nous, on a été le recevoir. Il nous a expliqué qu'il y avait un blocage au niveau crânien. Et donc, ça a quand même bien amélioré et accéléré tout son problème moteur. Tout son problème moteur. Et donc, à partir de ce moment-là, à 27 mois, on allait faire des séances d'ostéopathie crânienne tous les mois. Et donc, à partir de 27 mois, elle a commencé à marcher. On a encore continué à peu près pendant 8-10 mois, en gros. C'est quoi les séances d'ostéopathie. On en fait encore. Non, mais oui, mais chez monsieur. Oui. Donc, on a encore continué pendant à Metz. Et donc, on a eu, et monsieur Hop, l'ostéopathe, nous avait dit à un moment donné, c'est tout, il n'y a pas, il faut que Léa apprenne d'elle-même. Donc, un autre élément qui a été très, très bon pour Léa, c'était aussi le sport.
Alors, quand je dis le sport, c'est pas c'est pas de c'est pas de la compétition. C'est toujours une activité sportive. Donc, ça a commencé par le vélo à 3 roues. Alors, ses jambes ne tenaient pas vraiment sur les pédales. Donc, on avait un vélo canne et qu'on poussait avec. Et donc, pour que ses jambes puissent tenir sur les pédales, ben, c'était un petit peu barbare, mais bon, on lui avait installé un système d'élastique et on allait se balader à pied dans notre village. Donc, on a mis ce principe-là en place et pour toujours faire travailler ses jambes, ses muscles, et parce qu'elle était très, très, très menue aussi quand elle était très jeune. C'est vrai que ses jambes, ça représentait un peu ça, vous voyez, ce diamètre-là. Et donc, c'est vrai qu'elle avait un faible squelette. Donc, on a travaillé beaucoup sur le sport. À l'âge de 6 ans, elle a intégré, parce qu'on avait essayé de l'intégrer ici à l'école maternelle de notre village. À l'âge de 6 ans, bon, voyant qu'il n'y avait pas de possibilité, malgré que c'était le début des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, malgré cela, on a on nous a proposé d'intégrer un institut médico-éducatif. Donc, à l'âge de 6 ans, elle est partie en institut médico-éducatif. Donc, elle a intégré cet institut. Elle progressait un peu, mais bon, on était toujours derrière elle, puisque l'écriture était très, très, très compliquée à apprendre. Je me souviens qu'on a passé des soirées entières à apprendre à écrire. Je vais vous faire la lettre L. C'était, bon, tu démarres de là, tu montes, tu montes, tu montes, stop, stop, tu tournes, tu descends. Et c'était très, très long et très, très compliqué. Et c'est vrai qu'on a passé des soirées sans... Alors, j'explique bien, c'est pas de la barbarie, hein, bien sûr, parce que quand on a l'impression, quand on l'explique comme ça, on était toujours derrière son dos, non. Mais elle était volontaire aussi d'apprendre. Et donc, l'écriture, très, très long à apprendre. Par contre, la lecture, on n'y a pas travaillé beaucoup. Il n'y a pas longtemps, on est allé à Paris remercier l'animateur d'émission Nagui. N'oublions pas les paroles. Léa a appris à lire avec l'émission N'oublions pas les paroles. Et tous les soirs et encore maintenant, elle se trouve devant l'émission pour apprendre à lire et à chanter et à lire. Et en plus, ça lui amène une culture au niveau des chansons, parce qu'une fois, elle nous étonne, elle entend 2-3 notes, elle fait « Ah ben, c'est Jean-Jacques Goldman ». Ou alors, tiens, l'autre jour, on était à Montparnasse, il y avait un gars qui jouait de l'accordéon, Charles Aznavour. Et donc, tous ces petits trucs-là ont fait que Léa a appris à lire toute seule. Et là-dessus, on ne s'en est pas occupé. Voilà, ça c'était un côté positif de cette émission. Donc, tout ce qui est lecture, écriture, ça a été un travail très, très, très long. Mais encore aujourd'hui, elle y travaille. Hein. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle commence à lire et à comprendre ce qu'elle lit. Et donc, ça c'est intéressant. Et puis, oui. Excusez-moi, bonjour, je me présente. Je suis la dernière venue du groupe, en fait. On a eu le diagnostic de Justine il y a une semaine. Pas lundi là, mais la semaine d'avant. Elle a 2 ans et demi. Et la petite question, parce que vous parlez de la lecture et de l'écriture, ça a été quoi vraiment le problème le plus dur au niveau de scolarité pour votre puce? Le plus dur, je pense que c'était de parler aussi, le langage, parce qu'elle était très, très renfermée, très, très renfermée. Et quelquefois, même à l'Institut, et c'est vrai que c'était un gros, gros problème, c'était le langage. Et puis l'expression de ses sentiments aussi. Oui, l'expression de ses sentiments, c'est vrai. Par contre, vous voyez, les puzzles, tout ça, et il y avait une facilité dans les puzzles.
à retenir comment on emboîte les pulses, tout ça. Elle nous a toujours étonnés. Et quelquefois, on allait à Necker ou ailleurs. Et elle me disait, oui, mais monsieur, il faut que vous rendre à l'évidence. Je dis, oui, mais j'y comprenais. Je dis, moi, je ne comprends pas, c'est qu'elle arrive à faire des pulses. Elle a une meilleure mémoire que moi dans les pièces. Et plus on avançait, plus les pièces étaient nombreuses sur le pulse. Et même une fois, me suis amusé à la filmer pour la faire voir au médecin. Oui, il y a très longtemps, Léa. Et donc, je l'ai filmée et parce que bien souvent, quand on allait là-bas, comme elle était renfermée, eh ben, on avait ce souci-là de dire, bah, si, elle y arrive à le faire. Et non, il disait, oui, peut-être, mais bon, vous voyez. Et je me suis amusé à le filmer pour faire voir au médecin ce qu'elle arrivait à faire. Même au niveau de la marche, parce que quelquefois, quand le médecin dans la salle, il lui disait, bah, tiens, tu peux marcher de là à là. Bon. Et puis, et c'était tout. Et on avait du mal à faire comprendre que Léa savait faire. Et ça, c'est un. Alors, bon, quelquefois, ils n'aiment pas trop parce que moi, je disais, tenez, prenez le film et puis je vous le donne et vous pouvez l'analyser. Et puis, mais c'est vrai que ça, c'est des bonnes choses à savoir quand vous rencontrez des professionnels de la santé. C'est vrai que Justine, elle est bien entourée et je suis obligée de montrer des vidéos. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns sur le post, sur le groupe, parce que moi, Justine refuse de travailler avec les professionnels. C'est elle qui oriente la séance, mais du coup, il ne la voit pas monter, il ne la voit pas descendre, il ne voit pas les progrès qu'elle fait au quotidien. Donc, depuis le début, je filme et je leur montre les petits détails. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai l'impression, il y a des fois où j'ai l'impression qu'eux, ils ne voient pas ce que moi, je vois. Et du coup, je ne sais pas comment à part leur mettre la vidéo sur le nez en leur disant tenez, regardez, il n'y a pas d'autres solutions pour. Oui, c'est pas évident parce que nous, on avait la même chose. Il se bloque. Oui, il y avait vraiment un réel blocage qu'aujourd'hui, on a encore par moment, mais dans des situations particulières comme ce week-end. Alors, ça va paraître un peu étrange parce que le bond en avant, elle est allée au salon de l'agriculture. Il y avait la télévision WEO régionale qui interviewait. Bon, même moi, quand je suis interviewé en vidéo. Mais toi, c'est pas évident. J'ai parlé. Vous voyez, maintenant, elle parle beaucoup. Hein. Et donc voilà un peu tout. C'était un gros problème de confiance et de langage. Même encore aujourd'hui, quelquefois, quand elle ne prononce pas bien, je lui dis, mais t'inquiète pas, si on ne comprend pas, on te le dit, mais il faut toujours rassurer. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'IME, c'était un gros problème très, très compliqué parce qu'elle était très timide et très réservée, très renfermée. Donc, après, bon, dans la cuisine et tout, même à un moment donné, je me souviens, il y a des professionnels de santé qui me disaient, mais vous savez, il n'y a pas grand espoir, elle ne sait même pas repérer le devant du derrière de son corps. Et c'était l'orthophoniste qui faisait des exercices, il disait, ben voilà, il y avait pas mal de lacunes dans l'espace, la représentation de l'espace et tout, pour son corps, il y avait beaucoup de lacunes. Et donc, c'est vrai qu'on n'y a pas prêté trop attention, on n'a pas essayé de trop travailler ça. On a travaillé beaucoup la motricité par le sport. Et la motricité fine, parce qu'elle avait ses mains, alors je vais vous faire voir, elle avait ses mains complètement renfermées. Et si vous voulez, elle avait une malformation au niveau des tendons ici. Si vous voulez, elle n'avait pas de poulie. Elle n'avait pas de poulie à chaque pli. Et donc, je vais vous faire voir sa main aujourd'hui parce qu'elle s'est fait opérer. La main gauche. Donc, vous voyez, donc ce doigt-là, et on n'arrivait pas à le mettre en extension. Elle avait beaucoup de problèmes de motricité fine sur ces doigts-là. Donc, elle a subi une opération, c'est à quel âge? À ses 18 ans, juste avant de... Oui, à ses 18 ans. Donc, il y a un professeur sur l'île qui l'a opérée.
Donc, à revenir donc à l'IME, le passage à l'IME, à un moment donné, il voulait l'orienter parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein. C'est soit la couture, donc avec ses mains, c'était pas possible. Puis bon, la couture, faut voir les métiers quand même un peu d'avenir et la Non, c'est couture, pas beau. malheureusement, on n'a plus trop de temps à faire de la couture, hein, et c'est pas des métiers qui se développent, hein. L'entretien des locaux, donc l'hygiène des locaux. Et comme elle n'arrivait même pas à porter un saut de 10 litres, donc c'était pas possible. Et par contre, elle était passionnée de cuisine, du moins passionnée de cuisine. On y C'est faire avait, la main. on y avait mis une salle de jeu dans la maison, une pièce pour elle avec tous les jouets. Elle n'y était jamais. Elle n'était jamais, elle était toujours dans la cuisine en train de bricoler avec les ustensiles et puis bah, comme beaucoup d'enfants, hein, comme beaucoup d'enfants. Et puis, Oui, mais elle voulait participer avec moi aussi. oui, elle voulait participer à la cuisine. Et c'est vrai que dans sa salle de jeu, bon, comme elle était seule, bon, il ne trouvait pas trop d'intérêt et elle s'est retrouvée plus dans la cuisine. Et donc, Ah ben non. pendant ces temps d'IME, arrivé à l'âge de 13 ans, il faut choisir pas une profession, mais une orientation. Donc, il y avait ces quelques choix de profession et il y avait le commis de cuisine. Donc, j'ai insisté absolument pour qu'elle parte en cuisine, puisqu'elle avait déjà un peu cette envie de cuisiner. Donc, elle a travaillé en tant que commis de cuisine pendant de 13 ans à 20 ans. Donc, c'est quand même une éducation relativement simplifiée, hein. Il n'y a pas d'élaboration de recettes ou autre, hein. Ça reste quand même Basique. reste oui, très, très basique. Et donc, de cette là, on a toujours suivi avec l'IME. On était très présent aussi au niveau de l'établissement. Mais bon, là, on n'avait pas encore le moyen d'intervenir. Par contre, à ses 18 ans, moi je vais essayer de pas trop il n'y avait plus trop de points à préciser pendant son enfance. Non. Non, 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 à part le diagnostic que nous avez fait. Oui, oui, il faut savoir Juste que une petite question. À partir de quel âge elle a commencé à bredouiller des mots, à essayer de se faire comprendre un minimum? Très tard. très tard, Très tard. très tard, je dirais Pff, 30 mois peut-être. ouais, 30 mois. Alors, moi, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'elle disait maman, c'est tout. D'accord. Alors, je dis, c'est pas possible. Elle dit maman et j'ai dit, bah, pourquoi elle ne dirait pas un autre mot? Et donc, on est allé voir plusieurs professeurs parce que faut savoir que le diagnostic de départ était vraiment très, très alarmant. Parce que à la naissance, bon, le jour de la naissance, on nous avait averti qu'il y avait un souci parce que c'était vis-à-vis de la morphologie du visage. Et donc, de cette là, on nous a dit, bon, écoutez, il y a un petit souci, on ne sait pas lequel, mais bon, on va voir. Et peut-être à l'âge de 2-3 mois, mais Ouais. 2-3 mois, on nous a annoncé qu'elle n'aurait pas parlé, elle n'aurait pas marché. Et donc, de cette là, bon, c'était quand même inquiétant. Je peux vous dire que, comme tout parent, on tombe, mais bon, heureusement qu'on s'est relevé et on a bien fait de se relever. Et donc, de cette là, on a commencé à travailler, à rechercher. Je peux vous dire, franchement, alors je crois absolument à la médecine et j'ai bien fait d'y croire puisque aujourd'hui, on a des résultats. Mais sincèrement, on allait partout. On allait partout. On allait chercher, on a été voir chez les ostéopathes et tout. On allait partout. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pendant toute l'étape de sa vie actuelle et encore aujourd'hui, on essaie toujours de trouver des solutions. Et donc, à revenir à ce diagnostic, bon, il a fallu passer au-dessus et dire, non, c'est pas possible. Et donc, on est arrivé à l'âge de... Donc, pendant tout son temps, là, l'apprentissage du vélo, tout à l'heure, je vous en parlais, l'apprentissage du vélo, déjà la marche. La marche a été, comme je vous disais, c'était un bébé crispé. Et quand elle a appris à marcher, elle a appris à marcher avec des crayons parce qu'il fallait lui tenir quelque chose. Et donc, il fallait qu'elle tienne quelque chose dans ses mains.
Et je peux vous dire que quand ça s'est débloqué à l'âge de 27 mois, elle était un moment à marcher avec des crayons. Puis après, ça a été mieux. Mais après, bon, on l'a mis sur un vélo, lui a fait détendre ses jambes et tout. On a continué La piscine aussi. La piscine aussi, ça c'était très important. Bébé, Et hein. bébé, tout bébé. Et c'est vrai que c'était tous des endroits où pof, je me renferme, je ne bouge plus. Et on avait l'impression d'avoir un bébé qui se crispait comme ça. Et donc, tout ce travail qui a été fait. Oui, Magali? Non, je veux juste pour les gens qui viennent de rejoindre le groupe et qui n'ont pas nécessairement rejoint le groupe PAX 1 international, le groupe Facebook. Je voulais juste modérer les propos parce qu'en fait, parler à 30 mois dans le cadre du syndrome PAX 1, c'est pas très tard. Et donc, il y a des enfants qui ne commencent à parler qu'à 8 ans. En fait, le développement de chaque enfant, de la même façon que marcher à 2 ans et demi ou à 27 mois, c'est pas du tout tard, on va dire, dans le cadre du syndrome PAX 1. Et c'est pas parce que un enfant a 3 ans ou 3 ans et demi, 4 ans qu'il ne marche pas, qu'il ne marchera pas par la suite. Non. On a des enfants qui se débloquent par la suite. Donc, je veux juste rassurer les parents. C'est bien. Tout à fait. Oui. Voilà. Tu fais bien parce que, bon, sincèrement, nous, on ne connaît pas le syndrome. Et donc, ce que nous avons vécu n'est pas Non, bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire, c'est juste qu'en effet, représentatif. par rapport à un développement classique, Mhm. c'est tard. Mais pour voilà, juste rassurer les parents, un enfant qui ne parle pas à 6 ans, ça ne veut pas dire qu'à 8 ans, il ne parlera pas. Non. Voilà. D'accord. Non, tout à fait. Ah, oui. D'accord, non, c'est bien de le C'est préciser vrai. parce que même nous, on n'était pas au courant. Non, mais oui, c'est très bien. Bien répondu. Bien répondu. Et donc voilà, donc ce travail on a fait, c'était un travail petit à petit, et c'est vrai que Petit progrès. et des petits progrès. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai pris quelques temps pour aller voir quelques témoignages, et c'est vrai que je me revoyais dans vos réflexions, me dire, vous racontiez, aujourd'hui elle a marché, c'est super. Et c'est vrai qu'on a vécu ça et on avait l'impression d'avoir franchi une montagne. Mais c'est vrai que c'est important pour toutes ces familles d'avoir ces petits progrès et ne jamais lâcher. Et donc, c'est vrai que Léa, on l'a toujours motivée. Le sport, c'est vraiment quelque chose pour nous. Encore une fois, pas le sport intense, mais La diversité aussi. La diversité du sport, le pouvoir. Est-ce que tu peux préciser un peu de quel sport il s'agit et quel type de sport, quel type d'activité Alors, le sport, quand je parle du sport, c'est une activité physique, c'est le vélo. Comme tout à l'heure, je parlais du vélo à 3 roues avec la canne derrière qu'on avait mis dans le. Ça leur donne des sensations. Voilà. Et au début, je peux vous dire qu'au départ, Léa, quand on l'emmenait en vélo, s'il y avait un obstacle qui arrivait, hop, elle se cachait, elle avait une réaction, elle lâchait tout, puis elle se protégeait le visage. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Et donc, on avait mis en place toutes ces petites activités, quand je parle de sport, c'est-à-dire la petite balade de vélo en famille. Et après, à un moment donné, je dis, bon, on est passé avec un petit vélo un peu plus grand, avec des petits trous démontables. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, je t'enlève tes roues. Et par contre, j'avais un manteau qui doit encore être dans les placards, mais avec une capuche. Je la tenais par la capuche. Et j'avais la chance que Léa, comme je disais, quelquefois les gens disent elle n'est pas grosse, mais j'étais content parce que quand elle tombait, hop, je soulevais la capuche et j'emmenais Léa avec en parachute. Et le vélo tombait. Non, je sais bien, mais je levais. Et les gens dans le village, il n'y a pas longtemps, ils m'ont encore dit, mais tu te rends compte, le temps que tu as mis pour la faire aller en vélo, on te voyait passer en courant derrière son vélo, en train de faire des allers-retours. Et je disais, mais bon, et même l'ostéopathe, je lui ai envoyé une photo. J'ai envoyé une photo avec Léa
en train de faire du vélo seule sans les petits trous, l'ostéopathe lui dit, bah, écoutez, pour moi, elle n'aurait jamais arrivé. Sincèrement, elle n'aurait jamais arrivé à faire du vélo, elle n'aurait jamais eu l'équilibre. Aujourd'hui, à 24 ans, elle fait du tandem avec moi. Pourquoi? Parce que l'équilibre, elle l'a, mais la sécurité, elle ne l'a pas. Donc voilà, ça c'est important parce que, vous voyez, on n'a pas réussi à gommer tout. Mais elle fait du tandem avec moi. On a déjà fait, avant qu'elle prenne son activité, entre guillemets, professionnelle, on a déjà fait les 100 derniers kilomètres de l'île Ardelot. C'est une randonnée qui a lieu tous les ans. Les 100 derniers kilomètres de l'île Ardelot, et je peux vous dire qu'elle n'était pas en souffrance du tout. Hein. Honnêtement, alors, bien souvent, je l'ai dit, bien souvent, je le disais à tout le monde, on a toujours fait des activités sportives, mais juste à la limite de Léa, et on n'a jamais dépassé cette limite, on ne l'a jamais mis en souffrance. Hein. Ça, c'est important. Ça, et donc, la piscine aussi. Et la piscine, oui, la piscine, Bébé nageur, tout ça, ça lui a fait du bien. Parce qu'il fallait voir comment elle était, mais toujours. Et ce qu'on avait vu, tout à l'heure, je vous parlais que c'était une fille, une enfant très, très réservée, très sur elle. À la piscine, alors dès qu'elle était sur le tapis de natation, là, elle prenait le truc et elle ne bougeait plus, elle était crispée. C'était dingue de voir comment elle était crispée. Et elle est arrivée à avoir, alors je vous dis, son diplôme de 25 mètres. Bon, elle a fini les 3 derniers mètres parce qu'elle a un caractère comme ça. Elle a fini les 3 derniers mètres sous l'eau. Puis elle a mis la main en haut du truc. Elle fait, c'est bon, je l'ai. J'ai dit, oui, tu l'as. Mais c'est vrai qu'elle elle nage. Vous voyez la brasse. La brasse, normalement, les jambes, c'est synchronisé comme la grenouille. Et bien là, c'est comme ça. Mais bon, ça fait avancer. Elle y arrive. Rien n'est parfait, mais elle y arrive toujours à faire quelque chose. Et donc, le ski, ça fait 15 ans. 15 ans d'apprentissage. Tu m'as appris à skier? Oui, 15 ans d'apprentissage. Et là, on est allé au ski. Je vous mettrai une vidéo sur Facebook. Elle fait des rouges. Elle fait des rouges. Elle descend des rouges. Et cette année, elle nous a fait plaisir. C'est que avant, elle n'arrivait pas à passer devant seule parce qu'elle n'arrivait pas à trouver sa trace. Elle était obligée de me suivre. Et bien, elle arrive maintenant à assumer sa trace elle-même. Et c'est moi qui la suis. Et encore une fois, la volonté, c'est qu'elle veut faire du ski, mais on est allé 7 jours, elle a skié 6 jours et demi. Et encore une fois, je lui dis, tu peux te reposer l'après-midi. Non, je vais skier avec vous. Même quand il tombait de la neige, elle y était. Un lundi? Oui, un lundi. Mais c'est vrai le sport, c'est énorme. Alors, quand je dis sport, ce n'est pas la compétition. Mettons, la course à pied, elle n'est pas capable de courir. Elle est capable de marcher. Elle marche beaucoup. L'hiver, on marche plus qu'on fait du vélo. Quand on s'en va en vacances, si on va en Bretagne et tout, là, on fait tout le long des côtes. Elle peut faire 15-20 km de marche. Mais toujours en me donnant la main parce qu'elle a des problèmes d'équilibre par moment. Et donc, pour la sécurité, je lui donne la main. Mais courir, non, elle ne sait pas courir. Et après, oui, chose qu'elle a aimé à partir de l'âge de 15 ans. Une fois, on était au lac d'Annecy, je lui dis comme ça, écoute, tu vas choisir ton cadeau d'anniversaire aujourd'hui, parce que c'est demain ton anniversaire, tu me dis ce que tu veux. Alors, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et puis, elle me dit, je veux faire du parapente. Je veux faire ça. Parce que ça pas je dis, oui, mais tu sais d'où il décolle. Et le lendemain matin, j'ai dit, on va y aller tranquille. Je lui ai fait voir, j'ai dit, tu es capable? Oui. Et puis elle me dit comme ça, elle dit, ouais, mais ce qu'il y a, je ne vais pas arriver à courir avec le parapente. Je suis allé voir les organisateurs de l'école de parapente. Ils l'ont mis dans le siège, ils l'ont accompagnée à 2 et elle a fait le saut du col de la Forclaz à 1100 mètres là, pour atterrir de l'autre côté du lac. Donc, et ULM aussi, tu as fait. Oui. Donc, vous voyez, c'est une jeune fille qui aime bien les sensations. Donc, voilà le côté sport.
Maintenant, le côté, entre guillemets, activité professionnelle qu'on a mis en place. Et ça, c'est la plus belle réussite qu'on a pu mettre en place. Au départ, avant ses 20 ans, elle était en IME. On aurait pu bénéficier de l'amendement oui, mais attends, de l'amendement Creton, donc peut continuer jusqu'à l'âge de 22 ans en IME. Et donc, nous, comme Léa, elle avait déjà 20 ans, et puis bon, on voyait qu'elle commençait à saturer dans l'établissement. On a dit, bon, c'est le moment de prendre un peu le taureau par les cornes et puis de voir ce qu'on va faire, ce qu'on va lui proposer à la sortie de l'IME. Donc, il y a les établissements, les ESAT, spécialisés pour le travail adapté. Mais bon, là, vous avez peut-être encore des enfants jeunes, vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais si vous voulez, on prend un compas, on met la pointe du compas sur votre domicile, et puis on fait un arc de cercle. Le premier établissement ESAT que l'on trouve, c'est l'établissement ESAT que votre enfant ira travailler. Et donc, nous, on n'avait pas de chance parce que le premier ESAT, il était à 25 km et c'était du conditionnement. Donc, elle est allée faire des essais et tout. Mais bon, c'était du travail à la chaîne et donc elle n'aimait pas. Elle revenait le soir, ça n'allait pas du tout. Et un coup, elle me dit, oh, ben, tu sais, je ne veux pas travailler. Je dis, ben, tu sais, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Mais bon, on va réfléchir. On a réfléchi pendant un an. Alors, ce que je vous conseille, je pense qu'il y en a déjà peut-être qui le font, quand vous avez des projets comme ça, il faut toujours en parler énormément, énormément autour de vous et c'est comme ça que les idées arrivent. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait pendant un an. On était à rencontrer des associations qui avaient monté des projets et tout ça. Et on a mis en place un atelier. À un moment donné, au départ, on n'était pas parti là-dessus. On est parti sur des idées un peu loufoques. C'était mettre Léa à travailler dans notre cuisine. Et puis essayer de l'accompagner comme on pouvait. On était parti avec des petites idées. Et ce qu'on a fait, on a décidé à un moment donné de sortir la voiture du garage. On a une maison de campagne, là, et en pleine campagne. Donc, on a un garage de 36 mètres carrés. On avait. Et on a sorti la voiture du garage et on a créé l'association Les Délices de Léa avec un atelier adapté pour Léa dans notre garage. Donc, alors ça fait 12 ans, là je fais une petite parenthèse, ça fait 12 ans qu'on a mis une course en place qui s'appelle le Trail Évasion. Vous pourrez taper sur votre ordinateur Trail Évasion. C'est une course qui a été mise en place dans notre village de 750 habitants. Et l'objectif, c'était de faire venir des coureurs. Avec des enfants extraordinaires. Oui, et donc l'objectif c'était de faire venir des coureurs, de leur offrir une belle course et de leur dire qu'ils n'auraient rien attendu, que ce soit en lot de bienvenue ou en récompense pour le premier ou le deuxième ou le troisième. On a compensé il y a 12 ans, on avait 200 participants. Et on avait 400 € de bénéfices. Donc, cet argent-là a toujours été remis à des associations venant en aide aux personnes handicapées. Et puis, à un moment donné, quand Léa est sortie de l'IME, on en a eu besoin. Et donc, j'ai expliqué à mes bénévoles, puisque c'était moi qui l'avais mis en place, mais on a 160 bénévoles à côté. Et donc, j'ai demandé à mes bénévoles si on pouvait s'en servir pour équiper le garage en matériel de cuisine. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'association. Donc, on a créé l'association Les Délices de Léa. On a fait un atelier de cuisine professionnelle pour l'insertion des personnes handicapées. Donc, on l'a créé pour Léa, mais dans le but de recevoir aussi d'autres personnes handicapées. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, occasionnellement, ce n'est pas tous les jours. Hein. Et aussi, on accueille aussi des enfants qui sont en décrochage scolaire. Donc, de cette là, on essaie d'ouvrir un peu toutes nos portes à différents publics. Donc, dans cet atelier, on a commencé
avec différentes façons avec une méthode de travail. On a essayé de les mettre en place. Donc, ce qui nous a rassurés au départ, Léa était apte à faire une recette. Donc, Sandrine, elle avait mis en place une recette. Donc, elle avait mis sur des fiches plastifiées, une fiche plastifiée, la préparation des ingrédients, la préparation du matériel, avec des codes couleurs, bien spécifiques à chaque étape de la recette. Et elle est arrivée à faire cette recette. De cette là, quand on a vu qu'elle savait faire une recette en suivant cette fiche-là, on s'est dit, on peut monter un atelier de cuisine. L'objectif, ce n'est pas d'étendre une carte professionnelle avec un tas de produits. L'objectif, c'était de faire travailler Léa et de lui apprendre la cuisine. Donc, on a commencé à monter l'atelier dans le garage. Donc, on a mis à peu près 30 000 euros de matériel et de matériaux pour mettre aux normes notre garage, le transformer en laboratoire de cuisine. Et on a embauché une personne. Parce que l'objectif, ce n'était pas que Sandrine prenne la place de l'employé, puisqu'il y a toujours des petits conflits entre parents et enfants. Donc, il fallait qu'on garde notre rôle de parent. Ça, c'était très important. Et puis, en plus, Léa, avec son caractère qui est quand même assez bien trempé, il fallait qu'on reste parents. Et il ne fallait pas qu'on soit en conflit ou quoi que ce soit. Et pour nous, ça n'aurait pas marché. Donc, on a mis cette méthode-là et tout. Et puis, quand on a commencé, on a tombé sur vraiment des gros pépins, comme on peut dire, hein. Parce qu'on a commencé, il y avait beaucoup de lacunes de Léa. La lacune qui nous reste, et j'ai raconté à Magali, c'est que quand on a commencé, Léa, elle commence à faire son grammage avec de la farine, et d'un seul coup, elle regarde, elle dit, il me fallait 250 grammes de farine. Elle dit, je suis à 200, elle dit, j'en remets ou j'en retire? Donc, oui, attends, faut que tu en remettes, mais bon, il faut qu'on trouve un outil pour que tu arrives à comprendre. Donc là, c'était assez simple. On a trouvé une échelle graduée qu'on a mis sur le plan en inox du plan de travail. Et puis, on a mis cette échelle graduée, puis on a dit, voilà, quand tu as 200, si 250 c'est à ta droite, tu en rajoutes. Si 250 c'est à ta gauche, tu en enlèves. Donc, par rapport à ton doigt. Et donc, on a commencé lentement comme ça, parce que ça nous a pris du temps, hein. 6 mois. Il n'a pas fallu attendre de la production. Ça, c'est clair. Et je le dis souvent, nous, notre projet, ce n'est pas de la production. C'est vraiment de l'inclusion de la personne handicapée avec un apprentissage à son rythme. Et donc, on a mis tous les outils de travail adaptés, comme ça, avec les fiches plastifiées, la règle graduée, le matériel pour casser l'œuf, bien séparer le jaune du glaire. On a mis tous ces outils-là adaptés. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, Léa, elle n'a plus besoin de tous ces outils-là. Aujourd'hui, le progrès, Léa, elle va sur Marmiton, elle recopie sa recette. Alors, je cherche un peu. Je vais essayer de vous faire voir à l'écran ce que donne son écriture d'aujourd'hui. Elle met du temps, hein. Alors c'est vraiment, elle met du temps le mercredi parce qu'elle travaille le mardi, jeudi, vendredi, et elle met du temps à recopier sa recette. Et le lendemain, avec Blandine, l'employée de l'association, elle met en place cette recette qu'elle a recopiée sur Marmiton. Aujourd'hui, elle est capable d'aller sur Marmiton. On lui avait mis un téléphone portable à un moment donné, il n'y a que depuis 1 an, ça passe. Sinon, ça, la rigueur, tu vois, c'est des notes qu'elle a prises. Oui. Ça se verra Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ça, c'est des notes qu'elle a prises. Alors, je me rapproche de la caméra. Vous voyez? Oui. Oui, tu vois, Magali? Oui, on voit bien. Oui. Si on agrandit, on voit. J'approche. Et donc, vous voyez, elle est capable de remplir des heures. Hein. Des heures.
Alors, je peux vous dire que l'apprentissage de l'écriture, ça a été très, très, très long parce qu'au niveau motricité fine, c'était pas évident. Vraiment, fallait vraiment prendre le temps. Et puis, après, on faisait pas ça tous les soirs et non plus, hein, parce que après, il faut pas que ça devienne trop répétitif, hein, parce qu'après, il y a la fatigue et puis on s'en lasse. Donc, aujourd'hui, Léa, tous les matins, je peux vous dire que là, elle avait 15 starts à faire aujourd'hui. 18 starts à faire pour une association. Léa, elle travaille dans son atelier de cuisine. C'est que de la vente à emporter. Donc, elle travaille dans son atelier de cuisine. Elle travaille pour des associations. Donc, elle va faire des stands. Elle a été intronisée là, depuis peu parce que comme tout à l'heure, je vous disais, quand vous avez un projet, il faut en parler tout autour de vous. Et nous, on a rencontré des personnes, on a rencontré des personnes, on a expliqué notre projet, ce qu'on avait mis en place. Et on a tombé sur une association de chefs cuisiniers pour le nord de la France. Ils nous ont invités, ils ont invité Léa dans des stands. Et aujourd'hui, Léa s'en va quelquefois le samedi travailler avec ses copains, ses chefs en or, là, travailler dans des stands et tout, et différents stands. Là, elle est allée au salon de l'agriculture, travailler l'après-midi. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que je pourrais encore vous parler? Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense. Mais chose qu'il faut dire aussi, c'est que, avant de poser les questions, c'est qu'on a été bien entouré aussi. Moi, je me suis rendu compte là, avec ma nouvelle fonction là, depuis peu, c'est que il y a beaucoup de couples aussi avec le handicap qui explosent et c'est compréhensible hein, parce que c'est pas évident. Et donc, c'est sûr qu'il est certain qu'il faut être vraiment bien entouré, que ce soit par ses amis, sa famille. Et donc, ça, c'est très important. Et bon, nous, on a eu cette chance-là. Voilà un peu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Audrey? Bonsoir. Raouda. Oui, du coup, moi, je voulais vous dire déjà merci pour votre témoignage parce que du coup, on a un avis, on a une idée en fait globale des symptômes de cette maladie. Et moi, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon fils, donc moi, j'ai un garçon de 3 ans donc, qui est atteint du syndrome PAX-1. Oui. Et au niveau du comportement, en fait, il a souvent des crises un petit peu. On a l'impression que, comme vous avez très bien, vous en avez parlé tout à l'heure, il a du mal à gérer ses émotions, je pense. Donc, je voulais savoir du coup comment vous faisiez dans ce type de situation pour la. Oui, l'autre jour, j'ai vu, il y avait un témoignage d'un jeune, d'un enfant qui avait des fortes crises. Nous, Léa, elle avait un type de crise qu'on n'a jamais su expliquer. Non, laisse-moi expliquer. Et donc, elle avait ce genre de crispation. Bébé, même encore, jusque l'âge de 10 ans. Jusque l'âge de 10 ans. Si vous voulez, on pouvait être à table chez quelqu'un, elle prenait la table, puis elle faisait ça. Et alors, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, hein, mais et on n'a jamais su l'expliquer, et on a essayé de l'expliquer au médecin, le médecin ne comprenait pas trop, hein, bien sûr. C'est un genre d'anxiété, je pense. Genre d'anxiété où alors, quelquefois on était chez des amis et elle prenait la table, puis d'accord. Et même quitte à en venir tout rouge, et on lui disait Léa. Et hop, mais au début, elle se calmait, ça retombait, et ça repartait au bout de 5 minutes, hein, je peux vous dire. D'accord. Et l'autre jour, on y repensait, on s'est dit, c'est vrai que ça ne le fait plus. Alors, sincèrement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait simplement un petit entre guillemets, un rappel, Léa, calme-toi, ça va aller, détends-toi.
détends-toi. On lui parlait d'autre chose. Mais je sais pas, on n'a jamais su expliquer ce type de réaction. Et c'était plutôt en public ou c'était quand elle voyait du monde ou c'était peu importe la situation? Les deux. Les deux. D'accord. Elle pouvait être parce que en plus c'est pas une personne qui va dire tiens là mettons à son âge ben, si on lui dit pas tiens tu fais ça ou alors si quelquefois elle va dire bah, tiens je t'ai aspiré la maison. J'ai aspiré la maison parce que le lundi, si vous voulez, quand on travaille, le lundi, on la laisse autonome à la maison. Mais faut c'est la maison à maman. Et quelquefois, elle lave la maison à maman. Et si elle est décidée. Si elle est décidée. C'est bon, elle va très bien. Oui, parce que si elle a eu un gros week-end, puis il fait mauvais, elle entend la pluie, elle reste dans sa chambre et moi, à midi, quelquefois, j'ai oublié d'appeler Léa. Donc, j'appelle Léa et Léa est encore dans son lit à midi. Vous voyez, il y a… D'accord. C'est vrai qu'on a oublié de préciser aussi, c'est que elle n'a pas fait une nuit de plus de 7 heures, gros maximum, à partir de 30 mois. Ah oui. Ça parle à énormément de personnes, je pense. Voilà. Une sorte d'hyperactivité, quoi. Oui, et la régurgitation, énormément. Oui. Aussi, oui, moi aussi, pareil. Voilà. Oui, et elle avait Excusez-moi, ça a été traité par un ORL ou c'est… Non. Pas du tout. Non. Elle avait même un petit larynx. Et quand, mettons, on était là, bébé, elle dormait dans sa chambre. Il y avait des personnes qui venaient et disaient c'est quoi qu'on entend? Ben, c'est Léa qui dort. Elle faisait comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait une nuit plus de 6 heures jusqu'au moins 30 mois. D'abord, j'avais appris à dormir debout, et je fermais mes yeux, je comptais le nombre de pas pour pas me prendre le mur en face. Et donc, non. Que maintenant, vous inquiétez pas, elle dort très très bien. Oui. Non, mais c'est super du coup parce que ça nous donne de l'espoir. Oui. C'est vrai que c'est très très dur, hein. Franchement. Oui. Alors là, je me permets aussi par rapport au sommeil, ne pas hésiter à en parler à son pédiatre ou à son neurologue, qui pourra prescrire notamment de la mélatonine. Il y a quand même pas mal d'enfants sur le groupe qui sont sous mélatonine. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. Je pense que beaucoup peuvent en témoigner. Mais il y a des solutions. Enfin, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. C'est quelque chose qui est très, très connu dans le syndrome PAX1, les troubles du sommeil, que ce soit un problème à l'endormissement, des insomnies, des réveils nocturnes et très tardivement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à son médecin. Oui. Et l'ostéopathe aussi a aidé à… Oui, à se calmer, oui. À se calmer. Oui. Et j'avais une autre question. Pour la propreté, comment vous avez fait par exemple, par rapport à notamment pour son entrée en maternelle En fait, on a eu de la chance, c'est que Léa est très maniaque. Ok. Et donc, en fait, elle était propre avant de marcher. Ah, c'est bien. Voilà. Oui. Donc, elle se faisait comprendre en disant qu'elle voulait aller aux toilettes. Et en fait, à quel âge? Elle avait même pas 1 an et demi. Ah oui. C'est pour ça qu'on s'est même dit là. Elle n'avait pas 18 mois, elle était propre jour et nuit. Mais c'est vrai, encore aujourd'hui, là, avec la crise sanitaire, on voit que il y a toujours cette question de propreté. Elle a des gestes, je prends la poignée de la porte comme ça. C'est pas des tocs, loin de là. Mais même en cuisine, notre employé nous dit, avec Léa, j'ai jamais eu aucun problème parce qu'en cuisine, il faut être vraiment top au niveau hygiène. Elle dit, elle rentre, elle se lave les mains, elle nettoie. Là-dessus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Là-dessus, on n'a pas eu de souci. Et pour la propreté à l'école, nous, Romane, elle n'est pas propre, mais ça n'a pas du tout été un frein à sa scolarisation. Dans son cas, il n'y a aucun problème pour ça. Elle a une AESH qui est là, qui la change, qui l'emmène aux toilettes. Donc voilà. Donc même s'ils ne sont pas tout à fait propres, c'est pas grave. Ils peuvent tout à fait être accueillis à l'école. D'accord. Oui.
On sait, mon épouse est LSEM, donc là-dessus. Oui. Oui. Et au niveau des. J'ai vu aussi pour les problèmes épileptiques. Oui. Alors, Léa, c'est arrivé très tard. À 18 ans. À 18 ans. Ah oui. Oui. C'est arrivé à 18 ans. Elle nous a fait une forte crise. Justement, on était au ski. 2 fois. On était au ski et en plus, sincèrement, on a appris et on a découvert ce que c'était l'épilepsie parce qu'on ne savait pas. Vous n'avez oublié mes cafous. Non, mais pas ce coup-là. Et donc, elle a fait une première crise, mais très, très forte parce qu'elle est partie quand même pas mal de temps, 8-10 minutes. Inconsciente 8-10 minutes et les pompiers sont arrivés. Donc, elle était mise tout de suite en milieu hospitalier, prise en charge par l'hôpital. Et donc, elle a eu un traitement. Et une fois, elle a oublié son traitement. Et donc, le samedi à 5 heures du matin, on y a eu le droit. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment ça a été qu'une fois et une perte, un oubli de traitement. Ouais, et donc, elle a eu deux crises. D'accord. Et malgré, est-ce qu'on vous a vraiment diagnostiqué l'épilepsie ou on vous a mis sous traitement par précaution? Parce que moi, le discours du médecin aujourd'hui, c'est ils savent pas vraiment si c'est de l'épilepsie, mais comme il a eu un état, il a fait des crises, bah pour eux, ils doivent le mettre sous traitement. Donc ils l'ont mis là sous traitement depuis octobre, sous micropakine, mais ils sont pas encore certains à 100% que ce soit de l'épilepsie. C'est vraiment bizarre. Écoutez, au départ, nous, ils n'étaient pas sûrs à 100%. Mais quand elle a oublié son traitement, son traitement une fois. Mais bon, sincèrement, quand on nous a expliqué aussi à quoi ça correspondait une crise épileptique, c'était vraiment bien. C'était vraiment. Oui, c'était vraiment bien ce qu'on a vécu pendant la première crise. Oui. Bon. Et du coup, ça a pas aggravé sa situation. Enfin, vous n'avez pas constaté Non, on a eu peur. On a eu peur parce que quand les pompiers sont arrivés dans notre chambre, quand on était en vacances au ski, ils nous ont expliqué comme quoi qu'elle aurait pu faire un reset, entre guillemets. Et non, et sincèrement, elle parlait plus. On est parti dans le fourgon, elle était en état de choc, elle parlait plus, rien du tout. Je suis monté avec et elle a commencé à reparler dans la descente de la montagne. Et puis, je suis resté à ses côtés et c'est vrai que là-dessus, ça a été. Et le lendemain, elle voulait repartir skier. Donc, j'ai eu ces bons signes. Ah oui, c'est sûr. Mais sincèrement, il n'y a pas eu de dégradation par la suite. Non, il n'y a pas eu de dégradation. Ni avec le traitement, vous n'avez pas constaté, par exemple, une perte de déficience, une déficience, par exemple, aggravée ou... Non. Il y a juste de comportement un peu agressif. Plus, voilà. Et donc, on n'a pas changé le traitement, on a fait la prise de traitement en fin de journée. D'accord. On nous a conseillé de faire en fin de journée. Voilà. Okay. Donc, ça fait là, depuis 18 ans, qu'elle est épileptique, en fait. Oui, voilà. Donc, ça fait 6 ans. 6 ans. Écoutez. Et avant, vous n'aviez aucun signe d'épilepsie? Non. Alors, après, c'est vrai qu'on a un jeune qu'on connaît et l'autre qui est épileptique, mais vraiment fortement. Et sa maman me disait, on parlait et sa maman me dit, voyez, elle dit, là, il est en train de nous faire une petite crise. Et donc, il y a peut-être des micro-crises qui arrivent peut-être la nuit. Et quelquefois, on l'entend, moi, elle gémit, c'est peut-être des micro-crises, mais bon, mais de crises violentes, non. Quelquefois, ils peuvent faire des micro-crises comme ça. Et est-ce qu'elle a déjà fait des crises d'absence? Vous savez, comme un comportement d'endormissement vraiment... Non. C'est vraiment que les toniques qu'elle a fait. Oui. Non, là-dessus, non. Et alors, ce que je peux voir, c'est qu'on
on a à peu près, Magali, on a à peu près une série de symptômes qui sont reliés au PAX1, mais sous différentes formes et différentes intensités. Alors, en effet, il y a un tronc commun, en fait, qui passe de la déficience intellectuelle au retard développemental et aux troubles et retards dans l'acquisition du langage. Et après, il y a d'autres symptômes qui touchent à peu près 50% des porteurs du syndrome, dont font partie l'autisme et l'épilepsie. Donc l'épilepsie, et Raouda, il y a pas mal de parents, je pense, sur le groupe qui ont des enfants, des jeunes enfants, qui qui peuvent partager à ce sujet-là, qui vivent ça depuis quasiment la naissance de leur enfant, ou en tout cas depuis la naissance, leur enfant est sous traitement, et donc ils pourront vraiment répondre à ces questions-là. Oui, bon. Merci en tout cas de vos réponses. C'est les échanges qui font avancer. Oui, d'ailleurs, tu vas aller coucher parce que demain, tu travailles. Tu dors bien. Au revoir. Au revoir, Léa. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, oui, parce qu'elle ne dit rien, mais elle est là. Elle va s'endormir. Mais vous, ma fille. Allez, bonne nuit. Attention le fil. Voilà. Bonne nuit. Oh oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une question, notamment sur ton projet pour l'avenir de Léa, si tu peux en parler. Hein. Je pense que c'est intéressant et que ça intéressera tout le monde. Oui. Donc la suite, le problème qu'on a tous, et c'est la question qu'on se pose toujours, quand on est là, il n'y a pas de problème, tout va bien, mais demain, quand on ne sera plus là, comment devenir nos enfants? Et donc, ils seront adultes, mais c'est vrai qu'il faut les accompagner du mieux qu'on peut. Donc là, tant qu'on est là, ça va. Nous, on a créé quelque chose de bien et je pense que Léa, même ses problèmes, elle les vit bien puisqu'elle a quand même une vie très, très active et puis très joyeuse. Elle ne souffre pas, même si elle a quelquefois des problèmes humains. Mais bon, et l'objectif, moi, comme tout parent, c'est de dire, après nous, comment on va faire? Donc, notre famille nous avait bien dit, certaines personnes de notre famille nous disaient, t'inquiète pas, on sera là. Il y a des cousins de Léa qui nous disaient ça. Et je dis, tu sais, j'avais à prendre en charge une personne handicapée, il faut s'en occuper tous les jours. Et donc, c'est un changement de vie. Donc, on a réfléchi à plusieurs solutions, encore une fois. Et donc, l'objectif, c'est de continuer son activité professionnelle. Quand je parle d'activité professionnelle, c'est toujours entre guillemets, bien sûr, et de faire envoler l'oiseau du nid pour la fin de vie des aidants. Et donc, de cette là, je suis en train de réfléchir à un projet ça serait une construction d'un béguinage, du moins de logement pour personnes handicapées, avec un bailleur social, donc qui regrouperait des logements pour personnes handicapées, donc avec des logements pour personnes seniors, donc à la retraite, pour vraiment avoir une inclusion sociale, pour pouvoir avoir une mixité et une relation intergénérationnelle entre les différents habitants. Donc, créer un logement, c'est bien, mais ce n'est pas tout de créer un logement et mettre la personne handicapée dans le logement. Il faut lui créer une activité professionnelle. Donc, l'activité professionnelle, ça serait de créer au milieu de cet espace un restaurant. Donc, on est en train de voir pour créer ce restaurant. Et donc, on déménagerait les délices de Léa dans ce restaurant-là. Et on aurait une équipe d'encadrants, puisqu'on aurait 4 personnes handicapées qui pourraient loger et pouvoir travailler dans ce restaurant. Un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, les cafés joyeux. Donc, sur Paris, qui se développent un peu partout. Donc, un peu ce style-là. Et l'objectif, c'est de créer un logement, un emploi, une vie sociale
Donc, avec beaucoup d'intervenants dans ce type de structure, pas une structure fermée, renfermée, sans action, rien du tout, puisque ce restaurant-là, il va accueillir du public le midi, que le midi, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des heures. Et le temps de travail serait adapté en fonction du handicap de la personne aussi. Et on aurait une surveillance 24 sur 24. Donc, 24 heures sur 24, on a une surveillance parce que ça va s'adresser à des déficients intellectuels. Donc, et au milieu de tout ce projet-là, avec un jardin partagé, on aurait un jardin partagé où les résidents seniors travailleraient le jardin et auraient des échanges avec les personnes handicapées. Et ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est projet qui est monté, comme les ESAT, les entreprises adaptées, quand la personne elle arrive à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, les personnes handicapées, on les met en foyer ou en maison d'accueil spécialisée, en masse. Et donc, la vie sociale est cassée. Tandis que là, nous, les personnes qui adapteraient ce logement pourraient bénéficier des logements seniors pour continuer leur retraite et ne pas avoir une coupure dans leur vie sociale. Donc là, bon, je vous raconte vite fait. J'ai travaillé, j'ai fini de monter le projet, d'écrire la lecture du projet avec tout le côté positif et le bien-être qui pourrait être apporté dans cette structure-là. Parce que la structure qu'on a montée ici, et je le répète bien souvent, on n'a pas vu le côté rentabilité. Surtout pas. Nous, on a dit, voilà, ce qu'on veut pour réussir ce projet-là, il faut le côté apprentissage, le côté pédagogique. On prend le temps, on aime cuisiner. Alors, c'est pas du tout le concept des sociétés aujourd'hui dans le monde, mais là, nous, c'est ce qu'on a monté depuis 5 ans et c'est comme ça qu'on a vu Léa apprendre. Parce que si on crée de l'emploi pour personnes handicapées et on leur dit, voilà, il faut être rentable, il faut sortir tant de ceci, tant de cela, ou alors toi, tu n'es pas rentable à ce poste-là, je te mets à la cuisine, ou je te mets à la vaisselle, ou je te mets à un autre poste. Non, ce n'est pas notre objectif. Léa sait faire tout. C'est faire la vaisselle, c'est cuisiner, c'est servir des machines, c'est mettre en four, mais on prend le temps et avec tout ça. Donc, c'est avec cette même philosophie qu'on veut créer ce projet-là. Alors, je vous le dis franchement, c'est ambitieux, c'est hyper ambitieux. Je me fais des frissons dans le dos par moment parce que je me dis, bon, on verra bien. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Donc, voilà. Mais donc, ça sous-entend en fait que vous pensez que Léa puisse vivre seule, de façon indépendante. En fait, je pense que c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Alors, et c'est vraiment... je vous le dis franchement, je vais être franc avec vous. Hein. J'ai un gros point d'interrogation dans la tête. Hein. Mais je vais essayer. Mais toujours, hein, comme je dis toujours. On est toujours surpris. On est toujours surpris. Et l'autre jour, même nous, quelquefois, on est un peu pessimistes. Et dans notre entourage, je dis, mais attends, tu l'aurais vu aller au salon de l'agriculture? Prendre le train. Prendre le train, oui. Alors, elle a pris le train toute seule. L'autre jour, elle devait aller, bon, ça m'a ouvert quelques portes, hein, je ne vous le cache pas, mais j'en ai profité. Et l'autre jour, elle avait possibilité, il y a les journées DUOD au niveau européen. Donc, c'est une journée des personnes handicapées qui ils peuvent intégrer une entreprise pendant une journée. Hein, le duo d'une personne qui travaille avec une personne handicapée pour une journée, c'est le DUOD. Donc, ça se fait tous les ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai la ministre, Mme Bourguignon, elle me dit, écoute, elle dit, ce que tu peux faire, c'est envoyer Léa au ministère des Affaires sociales pour qu'elle travaille en cuisine. Et donc, je dis, oui. Alors, moi, j'étais à Paris, Léa était ici avec Sandrine. J'ai dit, écoute, je vois que la seule solution, c'est que tu la mets au train et puis je la récupère à Paris. Et puis voilà, elle n'avait jamais pris le train. Et j'ai dit, t'inquiète pas, il y avait des... Oui, elle avait pris le train avec nous, mais pas seule. Non. Mais donc, de cette là, j'ai dit, ne t'inquiète pas, il y a des services qui accompagnent et tout. Et malheureusement, ce jour-là, à la SNCF, il y avait une réunion et il n'y avait personne pour accompagner Léa. Donc, Sandrine, paniquée, elle fait, écoute, elle dit, ta place, elle est là-bas. Tu ne bouges pas, tu comptes 3 arrêts
et tu seras arrivé à Paris. Et donc, voilà. Et donc, elle dit, surtout, tu ne descends pas à Lens ni à Arras, tu descends quand tu entends Paris. D'accord, pas de problème. Et il est allé, et je l'ai attendu en face du train, et pareil, elle est descendue là. Alors, je peux vous dire que j'ai eu peur. Hein. C'est la première fois qu'elle nous a quittés aussi tout seul et tout. Mais bon, on était quand même content qu'elle y arrive, et elle l'a refait une deuxième fois. Hein. Du coup, mais bon, vous voyez, c'est tout des choses qu'on ne pensait pas. On a du mal, forcément. Et on a du mal. C'est normal. On a du mal. Mais c'est sûr que aujourd'hui, alors on le fait toujours avec des risques modérés, hein, on fait très, très attention. Mais c'est vrai que ce coup-là, sincèrement, c'est peut-être un gros risque qu'on avait pris. Mais aujourd'hui, on sait qu'elle peut prendre le train, et on sait que... Alors, il y a toutes des choses à penser. Hein. L'autre jour, je pensais, c'était lui mettre le réveil 5 minutes avant sur son téléphone. Et puis, sachant qu'il n'y aura pas de gare 5 minutes avant, de lui dire, tiens, quand ton téléphone va sonner, la gare après, tu peux descendre. C'est toutes des méthodes qu'on peut mettre en place. Ouais. Mais c'est vrai que la SNCF, ils ont des services normalement qui devraient répondre. Mais bon, là, ils n'ont pas répondu. C'est vrai que le projet, on se dit bon. Mais c'est vrai que le projet qu'on a mis en cuisine, là, on n'aurait jamais pensé que Léa, aujourd'hui, quelquefois, elle reprend l'employé, elle fait « Dis donc, t'as oublié ça, t'as oublié ça ?» Et elle dit « Ça me fait plaisir de voir ça. » Et sincèrement, faut y croire. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça fait 24 ans qu'on y travaille. D'accord. Moi, j'ai une petite question, justement. Au niveau de l'autonomie, vous la poussez à être autonome, enfin, poussez dans le sens, vous l'aidez, ou vous êtes plutôt des parents un peu cocooning, un peu... dans quel sens on peut le prendre, en fait Alors, là, c'est pareil. Il y a des moments où on est un peu trop... je te protège et puis je t'aide trop. Et il y a des moments quand on se réveille, on se dit « Non, tu abuses. » Et là, non, tu sais le faire en plus. Oui. Non. Alors là, elle s'en va au Canada au mois d'avril. Avril ou mai? Mai. Elle s'en va au mois de mai. Parce qu'on a intégré une association pour qu'elle puisse faire du théâtre. Et donc, on a intégré cette association. Et cette association-là, elle lui a proposé d'aller voir tout ce qui est méthode de travail. C'est un voyage un peu étude. Tout ce qui est travail au niveau du Canada. Donc, les méthodes qui sont mises en place pour l'inclusion. Et c'est vrai que là-bas, ils sont très, très en avance par rapport à nous. C'est nous qui sommes en retard. Et donc, de ce fait-là, c'était une fois, il faisait une visio ici, parce que pendant le confinement, il ne faisait pas de théâtre. Donc, il faisait un peu de théâtre, de prise de parole en visioconférence. Et donc, moi, je lui mettais la visio, je dis, vas-y, tu te débrouilles, hein, tu parles bien et tout. Et puis, j'étais en train de travailler à côté. Et puis, à chaque coup, j'entends, dis donc, Léa, ça t'intéresserait d'aller au Canada l'année prochaine, au mois de mai? Oui, moi, ça ne me dérange pas. Et je dis, Léa, tu sais où c'est le Canada? Mais si, je veux y aller. Bon, je dis, bon, c'est tout. Je dis, on verra bien. Puis, bon, après, je lui ai fait voir sur le globe. Je dis, mais dis donc, tu n'as plus de 10 heures d'avion. Non, mais ça va aller. Et elle s'en va au Canada tout seul, avec son groupe, pas toute seule. Mais on nous a proposé d'y aller, elle veut. Oui, et on nous a proposé d'y aller. Bon, moi, avec mon emploi du temps, c'était un peu difficile, mais elle dit non, j'y vais tout seul. Bon, elle va y aller tout seul. Mais c'est vrai que par moment, on est là à la protéger, hein, c'est normal, hein, c'est le réflexe de tout parent. Et il y a des moments, alors maintenant, quand on est allé au ski, on dit bon, maintenant, il y a un mot. Quand on te dit Canada, ça veut dire que tu te débrouilles. Alors, quelquefois, elle nous demande quelque chose chez Canada. Ah oui, d'accord. Et puis voilà. Mais c'est vrai que on est tous dans ce rôle-là de protéger et essayer d'aider et tout. Mais il faut essayer de leur faire. Et vous, en tant que parent, en fait, d'avoir un enfant comme Léa, ça a été. Vous l'avez pris comment, la nouvelle, en fait, le diagnostic Alors, on est tombé. On est tombé comme tout parent. Et on s'est relevé grâce à notre entourage aussi. Et puis après, ce qui nous a remis un peu d'essence dans notre moteur, c'est qu'on voyait Léa progresser. Et alors, nous, quelquefois, on disait, t'as vu, elle a fait ça. C'était pas grand-chose. Hein, mais... C'était pas grand-chose.
Alors, les gens à côté disaient, ouais, ben, il a le moral, lui. Ouais, c'est Hein. ça. Mais les gens, ils en parlent encore. Ils nous en parlent encore. Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand vous avez, mettons, des amis ou votre famille qui a un petit cousin, une petite cousine qui a le même âge, et le gamin d'à côté, il monte comme une flèche, et puis la vôtre, ben, elle ne monte pas du tout, hein, ou elle monte vraiment des petits. C'est pas évident à vivre. Mais sincèrement, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Quelquefois, on se dit, ben, merde. C'est dur parce qu'on aimerait bien aussi notre gamin, ou alors même à 13-14 ans. Ah ben tiens, t'as vu un tel, mon fils il a eu son diplôme, il a eu ceci. Léa, elle n'a rien eu. Léa, elle est toujours en IME. Ça, faut le vivre. Mais vous voyez, l'autre jour, au mois de novembre, elle a été intronisée dans la confrérie d'Escoffier. Alors, je vous l'explique vite fait parce que c'est la confrérie mondiale. C'est Auguste Escoffier qui a mis cette confrérie-là en place. Et donc, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Elle a été intronisée et mise à l'honneur devant 100 personnes. Elle nous a fait un petit discours. Vous pourrez le voir sur notre Facebook, Les Délices de Léa. Vous irez voir les Délices de Léa Seningan, Seninghem. Et elle a pris parole devant 100 personnes. Moi, je lui ai écrit son texte avec elle, hein, bien sûr. C'est elle qui je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire, hein, je pense qu'il faut. Bon, je l'ai aidé un peu. Je dis, tu veux remercier qui, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Et puis elle a fait un petit texte et elle a dit son discours devant 100 personnes. J'ai un copain qui était là, il me dit, tu te rends compte? J'ai dit, tu sais, pour moi, c'est comme si elle aurait eu sa licence aujourd'hui. Et j'ai ce petit passage-là, pour moi, c'est comme si elle aurait obtenu le plus gros des diplômes. Je suis là, elle a rattrapé tous les copains. Donc, vous voyez, et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Jamais. Et c'est pour ça que dans le projet, Magali, tu vois, je te disais ça, moi, j'y crois. Avec un gros point d'interrogation. Ça, on ne l'enlèvera pas tout de suite. Même au début, ça va être très dur parce que le jour qu'elle va s'en aller d'ici, ça va nous faire une case vraiment très, très vide. La maison va être hyper vide parce qu'elle nous prend une telle place. Mais c'est tout, c'est comme ça. Mais j'espère y arriver. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais un paquet, mais on ne va pas avoir le temps. Donc, Alors, moi, je pense que j'ai juste une question. Nous, Christophe, on en a déjà discuté, mais je la pose parce que je pense que la réponse est intéressante pour tout le monde. Est-ce que Léa a conscience de son handicap? Du coup, j'imagine que, ça on n'en avait pas parlé à l'époque, mais j'imagine que vous lui avez dit qu'elle a le syndrome PAX1. Comment elle l'a vécu? Comment elle le vit en fait? Alors, son handicap, avec nos manifestations et tout, pour elle, une personne handicapée, c'est quelqu'un en fauteuil roulant qui ne marche pas. Pendant un bon moment, ça a été ça. Ouais, pendant quelques années. Et puis, j'y ai pas, il faut qu'on arrive à lui faire comprendre, pour son bien à elle. Hein. Et il n'y a pas si longtemps, elle a 24 ans, c'est peut-être. Il y a 2-3 ans. 2-3 ans, à 22 ans. C'est pas possible, comment on peut arriver? Alors, je lui dis, bon, tu vois, papa, il a les lunettes. Il est handicapé. J'ai dit, parce que si je fais ça, j'enlève les lunettes, je te vois pas. Et ça, c'est un handicap. J'ai dit, tu vois, un handicapé, c'est pas quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. J'ai dit, c'est uniquement. J'ai dit, non, là, lui, il est handicapé parce qu'il ne peut pas marcher. Et on lui a expliqué comme ça. Et j'ai pris un tas d'exemples. Et donc, les exemples des lunettes, une personne sourde qui n'entend pas, tout ça, ça ne se voit pas. Et je fais, garde chez toi tes mains. J'y suis un peu tordu. J'ai un handicap là. Et je fais, tu ne comprends pas tout. Alors, c'était dur d'expliquer ça, c'est pas évident. Et puis, faut arriver à un moment pour pas qu'elle se bloque. Et il faut mesurer toujours la densité avec laquelle on le fait. Mais j'ai trouvé cette solution-là, de lui expliquer que tout le monde est handicapé. Tout le monde est handicapé. Et ça, il n'y a personne qui n'est pas handicapé. Du coup, pardon, c'est le terme de handicap que vous utilisez le plus souvent? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui. Il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez, il y a peut-être 1 an. Et sincèrement, parce qu'avec notre course qu'on organise chaque année, il y a des gens qui arrivent en fauteuil roulant, et pour elle, elle fait, oui, il est handicapé.
Et je dis non, tu vois, tout le monde peut être handicapé, plus ou moins fort. Mais c'est vrai que on parle d'enfants extraordinaires. Hein. Et alors, dans notre course, nous, on a changé cette formule-là. C'est pas qu'on refuse le handicap, mais moi, je trouve que chaque jeune nous apporte énormément. Alors, je suis pas un grand sportif, hein, j'ai fait des courses en joëlette avec des. Alors, vous savez ce que c'est une joëlette? C'est un fauteuil roulant avec une seule roue. Donc, c'est adapté à la course à pied en tout terrain ou sur route, avec un brancard devant, un brancard derrière. Et donc, on accompagne la personne handicapée dedans. Si vous allez voir les vidéos du Trail Évasion 2019, vous tapez sur YouTube Trail Évasion Seningan 2019, vous allez voir le départ de notre course. Et donc, chaque année, on fait venir des personnes handicapées, problèmes moteurs, avec des joëlettes. Et donc, pour elles, c'était ça. Et moi, quand je voyais, oui, je parlais des enfants extraordinaires, je m'éloigne. Quand je voyais ces jeunes, j'ai couru avec des enfants polyhandicapés. Donc, sincèrement, on se dit, mais quel est le truc positif qui vont sortir de la course? Parce qu'ils sont dans la joëlette, on a l'impression qu'ils sont secoués de tous les côtés. Et je dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive déjà d'une? Et quel est le point positif? Alors, j'expliquais un peu aux coureurs qui ont l'habitude de courir avec ce type de personnes. Ils disent, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Et je peux vous dire qu'on était sur la plage, ici sur la côte. On courait, il y avait de la pluie, du vent, le sable et tout. Moi, j'étais à côté de la jeune fille et j'ai pas souvent la mémoire des prénoms. Et là, c'était Adeline. Et je lui mettais la main comme ça pour le cacher avec le vent, avec le sable et tout. Elle faisait toujours ça, elle me l'enlevait parce qu'elle aimait bien la sensation du vent et de la pluie. Puis à ce coup, elle se retourne, elle me regarde, elle me lance un sourire. Je peux vous dire que ça m'a bloqué. Et là, on voit qu'elle est heureuse. Et quand elle est descendue du fauteuil roulant, de la joëlette, elle criait pour revenir. Et je peux vous dire que, oui, et voilà, et c'est de là que je dis que ce sont des gens extraordinaires. Parce que même avec un tel handicap, mais ils nous arrivent à nous étonner, à nous épater. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre course Courir, venez courir avec et pour des enfants extraordinaires. Donc voilà. Merci. Il y a Delphine qui a une question qui va intervenir. Oui. Voilà. Oui, bonsoir. Merci déjà beaucoup pour votre témoignage. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si Léa a des frères et des sœurs, mais non. Bon, non. Alors c'était justement la question sur le rapport aux frères et sœurs, éventuellement la frustration, mais dans ce cas-là, vous pouvez pas. Alors, il y a eu avec sa cousine qui est née juste après. 18 mois plus tard. Ouais, 18 mois après. Mais tu vas dormir, oui. Au début, il y a eu beaucoup de jalousie. Oui. Beaucoup de jalousie. Ouais, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est comme des sœurs. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Mais elle était toute petite. Hein, mais après, revenir aux frères, aux sœurs, comme on ne savait pas ce qui nous attendait, parce qu'au départ, on disait c'est un problème génétique, est-ce que c'est nous, c'est pas nous, et tout. Donc, on s'est dit, bon, l'énergie qu'on met là, on ne pourra pas le mettre, on est tombé une fois, là, ce coup-ci, on restera allongé, on ne pourra pas le multiplier 2 fois. Et c'est vrai qu'on a eu très, très peur là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté à Léa. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais vous remercier déjà, effectivement, pour votre intervention. C'est avec plaisir. Intéressant. Et donc, moi, j'ai donc Naya qui a 11 ans, qui a également un PAX 1. Et donc là, elle arrive dans la préadolescence. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment de copines à l'école. Et je me demandais si, du coup, Léa, à un moment donné, a réussi à créer des liens ou pas, en fait. Oui, alors, nous, les copines de Léa, les copains et les copines de Léa ont notre âge. C'est nos amis. C'est nos amis. Ça a été très dur. Ouais, ça a été très, très dur. Elle a eu quelques copains, copines pendant la période de l'IME, dans l'Institut médico-éducatif, mais ça a été très, très dur de créer. Et c'est peut-être pour ça que je me suis rattaché à elle. J'étais plus son copain de sport. Et donc, c'est comme ça qu'on a peut-être lié plus de liaisons. Mais c'est vrai qu'après, on est dans un petit village.
forcément, les jeunes, eux, ils sont dans une école, Léa est dans une autre école, donc ils ne se rencontrent pas. Et donc, ça a été très, très dur. Elle n'a pas été rejetée, hein, loin de là. Non, il y avait toujours mais elle avait du mal. Oui, elle avait du mal, mais bon. Elle se sentait différente, hein, ça oui. c'est clair. Mais c'est vrai que. Et pourtant, elle aime le monde. Hein. Et par contre, oui. Oui, oui. On peut inviter et remplir la maison tous les soirs. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu, c'était ce matin ou hier, un témoignage de parents qui avaient testé d'aller à une soirée anniversaire avec un peu de monde, de la musique. D'accord. Et ils étaient un peu inquiets à savoir si leur fille de 12 ans allait bien s'adapter ou alors ils allaient devoir se relier tous les deux, chacun leur tour, etc., pour la mettre un petit peu à part du monde. Et ils disaient que ça s'était bien passé. Ouais, c'était nous avec Éléonore. On avait voilà. l'anniversaire de ma belle-mère et en fait, ça c'est vraiment... On pensait qu'elle allait être stressée parce qu'autant elle aime la musique, mais avec la lumière et le fait qu'il y ait beaucoup de monde, on était 40 personnes dans un lieu inconnu et là, sur les 40 personnes, je dirais qu'au moins 35 étaient inconnus d'Éléonore. Ouais. En fait, ça s'est super bien passé. Elle a dansé. Alors, il ne fallait pas que les gens l'approchent de trop près. Mais au fur et à mesure, par exemple, une cousine de ma belle-mère, elle faisait des gestes en dansant et Éléonore faisait les mêmes ensuite. Enfin, il y avait une interaction. Oui. Nous, Léa, là-dessus, on n'a jamais eu de problème parce que Léa, quelquefois à 4 heures du matin, on lui disait on s'en va. Déjà, elle le tenait. Voilà. Mais bon, la musique, la danse, musique et la danse, c'est énorme. Même si elle ne connaît pas. Hein. L'autre jour, on est allé dans. C'était une soirée. C'était la Saint-Patrick. Oui, la Saint-Patrick. Oui, la Saint-Patrick, une soirée irlandaise, là, où ils font pas mal de groupes rock et tout. Et donc, on arrive avec une réserve et tout. Donc on rentre à l'entrée. Et le coup, on voit passer Léa dans la farandole, je suis qu'elle est déjà partie. Et en fait, elle ne connaissait pas, mais c'est pas grave. Et ça lui manque. Et ça lui manque. Ça lui manque. Ça. Alors, bon, nous, on va plus dans des soirées comme ça. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec surtout cette période qu'on vient de passer, donc et là, il faut voir comment elle a toujours aimé la musique, danser. Même du monde, même quand elle ne connaissait pas. Ouais, dans des soirées et tout. Là-dessus, on n'a jamais eu de soucis. Non. Ouais. Mais ça m'a remarqué le témoignage. Mais vous voyez, bien, dans quelques années, vous allez la chercher à 4 heures du matin. Oui, je pense que son frère ou sa sœur l'emmèneront en boîte. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Pour Éléonore, je pense que cette peur des autres, c'était lié aussi au parcours médical, le fait d'avoir eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup d'examens, des prises de sang, etc. Ouais. Ça lui avait développé une sorte de phobie des IRM, etc. Et là, on en est sorti, puisqu'on a le diagnostic, on en est sorti, on a assez peu de rendez-vous maintenant. Et on voit que c'est vrai qu'elle est moins inquiète face à des personnes inconnues par rapport à avant. Ah oui. Mais c'est intéressant de voir aussi le développement de Léa que vous nous en avez raconté, notamment cette perspective professionnelle, qu'elle fasse quelque chose aussi qu'elle aime. Et d'ailleurs, elle a une très belle écriture, je voulais vous le dire aussi. C'était très bien écrit. Elle est très, très scolaire. C'est vrai que les boucles du R, tout ça, ça a été très, très long, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Mais après, elle avait toujours cette volonté de faire. C'est ça, en fait. Ils ont ces qualités-là, c'est d'avoir. C'est vrai qu'elle avait une volonté d'en faire. De faire. Voilà. Moi, j'aurais une petite question. Donc, oui. Je suis la maman de Tom qui a 6 ans. Vous aviez dit, en fait, à son entrée en IME, elle avait pas mal de soucis de langage. Qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, pour l'aider? Rien de plus que de l'orthophonie. Et puis... Un IME, c'est pas non plus...
Mais c'est vrai qu'on s'est battu aussi pour avoir des heures d'orthophonie, d'ergothérapeute. À chaque fois, c'était toujours. Mais le langage, plus on insistait, quelquefois, plus ça se bloquait. Ou même encore aujourd'hui, quand on reprend quelquefois quand elle prononce mal, il y a des jours, on dit bon, c'est même pas la peine. Ça bloque. Non. Puis c'est tout. Mais bon, et il y a des jours, elle fait très attention. Mais... Vous n'avez jamais pensé à mettre le langage des signes en place? Non. C'est ce qu'on a mis avec Justine. Quand il y a 9 mois en arrière, elle a passé une grosse phase de frustration. Elle devait avoir 18 mois à peu près. On n'arrivait plus à se comprendre. C'était des « ah » en permanence. Donc, moi, j'en pouvais plus. Hein. Honnêtement, je suis toute seule avec mes 2 filles. Le papa, on est séparés. J'en pouvais plus. Et elle crisait parce qu'elle se rendait malade. Je n'arrivais plus à la comprendre. Et j'ai été voir l'orthophoniste, ça m'a dit oui, mais il va lui falloir du temps pour apprendre et tout. Non, stop. Là, on va mettre quelque chose en place, un minimum de signes, un minimum de gestes pour qu'elle arrive à comprendre. Parce que nous, moi, je ne peux plus. J'ai une grande de 10 ans qui est adorable, mais on avait des têtes comme ça. Les fins de journée, c'était un enfer. Et l'orthophoniste m'a dit, mais c'est soit trop vieux, soit elle est trop vieille, soit elle est trop jeune, en fait, pour apprendre. Il y a des stades. Je fais, vous savez quoi? Je vais m'en occuper comme j'ai fait jusque-là. Et on va faire un mot, un geste. Manger. Maintenant, elle les connaît. Hein. Encore. Jouer. Je veux. Et boire. Et petit à petit, on apprend des mots. Ça lui permet d'arriver à essayer de communiquer avec de s'exprimer. Parce que moi, c'est vrai que j'en pouvais plus. Les nuits, elles étaient blanches à ce moment-là. Les journées, c'était des courses entre le CAMS, les professions libérales. On a 8 à 10 rendez-vous par semaine. Et en plus, le soir, je ne peux pas me consacrer un minimum avec la grande parce que j'ai une tête comme ça. Et l'orthophoniste, au bout d'un moment, m'a dit non, elle n'y arrivera pas et tout. Et en 3 séances, il y avait des mots qui étaient acquis, qui a commencé à assimiler. On a assimilé les comptines, quand elle veut des comptines, manger. Maintenant, elle demande son pot. Elle a 2 ans et 4 mois. La couche, elle l'a encore. Par contre, elle a son pot en continu dans le salon avec elle, en vue. Elle tape dessus, elle tire sur sa couche. Et puis, elle essaye de faire des signes un peu plus élaborés avec les doigts, comme le pipi. Mais l'ergothérapie, les doigts ne sont pas encore assez... Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai demandé à mettre le langage des signes en place, un minimum, pour qu'on arrive à communiquer. Et du coup, j'essaie de transmettre à tous les professionnels tous les gestes qu'elle avait appris et qu'elle apprend. À la crèche, elle est en crèche municipale de ma ville. Elle y va 2 journées par semaine. Et là, j'ai demandé à ce qu'il y ait une animatrice, enfin une personne qui s'occupe de la crèche, qui parle le langage des signes. Et ça devient dans les mœurs en plus. Mais c'est vrai que moi, elle ne parle pas, elle ne fait que des A et elle commence les B. Voilà son langage. Alors Audrey, ça nous permet d'introduire en fait la prochaine conférence. C'est une orthophoniste qui va intervenir et ça sera exactement sur ça, c'est sur les moyens de communication à mettre en place dans le cadre du syndrome. Et ça aura lieu vers mai-juin. On est en train de fixer la prochaine date. Il faut voir que Léa, elle avait l'âge de Justine il y a 22 ans. Oui, et donc, les thérapies n'étaient pas les mêmes. Il y a plein de choses qui ont évolué. Et donc, voilà, ça nous permet d'introduire la prochaine conférence qui sera sur les moyens de communication. Non, mais c'est exactement ça. On parlait des crises tout à l'heure, des enfants. C'est aussi lié à de la frustration. Je ne dis pas que c'est que lié à de la frustration, mais c'est souvent quand même lié à de la frustration de ne pas réussir à se faire comprendre. Donc, ça sera le thème de la prochaine conférence. D'accord. Et voilà. Et nous, j'ai mis en parallèle un système de livres-images que j'ai fabriqué avec les mots qu'elle connaît. Et du coup, maintenant, quand elle a envie de quelque chose d'un peu plus précis qu'elle connaît, elle va chercher le livre et elle essaie de tourner les pages et de me montrer ce qu'elle veut. Ça, c'est encore un apprentissage, parce que j'avoue que le livre, je l'ai adapté à ses mains, je l'ai adapté à son hypersensibilité, parce qu'elle a une hypersensibilité corporelle, elle ne peut rien toucher. Donc, j'ai créé ce livre avec l'aide d'une copine qui, elle, est couturière, et on a mis en place un petit livre où elle est dans sa chambre, comme elle dort pendant quelques heures, j'avouerai que je vais pas aller la réveiller. Non. Mais je le mettrai sur la page. Et c'est vrai que j'ai mis en place et j'ai fait des demandes
pour qu'on puisse avoir un moyen de communication, n'importe lequel c'est, parce que ça devenait trop frustrant pour tout le monde en fait. Et du coup, maintenant, Justine met ses propres gestes. Alors, c'est à moi de les décoder par répétition, j'avoue, hein, parce que ce n'est pas forcément le langage des signes commun, c'est son langage de signes à elle, mais avec un petit peu d'apprentissage, hein, d'observation, on va dire, au moment où elle est faite, j'arrive à la comprendre. Et c'est vrai que même à la crèche, maintenant, elle arrive à se faire comprendre, à demander des livres, à demander des comptines, à dire quand elle a envie d'aller faire pipi ou faire caca, parce que moi, c'est pareil. Justine ne marche pas, commence à se mettre debout depuis 1 mois. Et encore, elle se tient. Et en fait, à la crèche, elle a du mal à supporter les couches parce qu'elle me faisait des pylonéphrites sur pylonéphrites. À répétition, depuis de l'âge de 1 mois jusqu'à l'âge de 18 mois, c'était des pylonéphrites. Tous les mois, on était à l'hôpital. Donc, c'est pareil, elle a appris à gérer aussi ça à l'âge de 2 ans. Elle demande le pot. Bon, elle a encore la couche parce qu'il y a encore beaucoup d'accidents, j'avoue, hein, mais c'est pas grave. Moi, je la laisse sans couche et tu te débrouilles. Tu fais pipi, c'est pas grave. Hein, la vie, elle est belle. Et puis, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau communication, ça me fait un peu peur parce que on arrive, autant que la motricité, c'est fluide, ça grandit, comme j'aime à dire, à la vitesse d'une bedoche. Par contre, au niveau communication, c'est vrai que c'est un gros point noir. Et son entrée en école maternelle au mois de septembre me fait un peu peur par rapport à ça, malgré tous les systèmes que j'ai fait mettre en place, quoi. Et donc, du coup, de savoir que Léa, elle parle, qu'on la comprend, et même qu'elle arrive à écrire, c'est super agréable. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas bien, mais de voir l'évolution d'une enfant plus âgée, ça nous donne des points optimistes, en fait. Savoir ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle peut faire. Les moyens que vous avez mis en place, ils sont vraiment géniaux. Et franchement, moi, j'apprécie beaucoup la conférence de ce soir. Je te remercie parce que c'est bien. On a appris qu'elle était malade, elle avait 1 mois. On a appris qu'elle avait un problème de neurotransmetteur, elle avait 1 mois. C'est mon médecin traitant qui a vu qu'elle avait un nystagmus. Et à partir de là, il m'a envoyé faire tous les neurologues, les radios et tout. On ne savait pas ce que c'était. On a commencé le traitement très tôt. Et dès l'âge de 2 mois et demi, elle était déjà rentrée au CAMS, donc au centre de rééducation avec tous les professionnels. Je me suis battue, il y a eu le confinement, tout a fermé. Et j'ai mis tout en libéral. Donc, elle a tous les professionnels depuis l'âge de 3 mois, en fait, qui l'entourent. Mais c'est vrai qu'au niveau langage, c'est vraiment par palier et c'est vraiment compliqué. Et de savoir que Léa, elle grandit, elle évolue, elle a une vie comme tous les enfants, statistiquement normaux, hein, ça fait vraiment envie, ça donne envie de continuer, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie moi, c'est ce que je disais ce matin, moi, je mets des posts sur les petits progrès de Justine, parce que moi, ça me permet d'accepter le diagnostic, qui est encore très frais. Et en plus de ça, c'est un enfant normal. Moi, j'aimerais qu'elle arrive à faire ce que les enfants font à son rythme, avec ses difficultés. Mais pour moi, je ne la vois pas comme une enfant malade. Donc, et le fait de voir Léa faire du vélo, faire de la pâtisserie, elle fait des trucs en pâtisserie que moi, je ne fais même pas, hein, franchement, j'avoue. Hein. Et ça fait vraiment du bien et je vous remercie beaucoup pour tout ça. De rien. Je vous en prie. Voilà. Voilà, je suis rentrée dans le groupe il y a 1 semaine. Quoi. On a eu le diagnostic lundi dernier. Quoi. Pas au début de semaine, mais la semaine d'avant. Et franchement, ça faisait 2 ans qu'on attendait ce diagnostic. On attendait un autisme plutôt qu'un PAX, en fait. Donc, on était parti un peu sur l'autisme parce que dans la famille du papa, il y a de l'autisme. Donc, on était parti sur ça. Et c'est vrai que ça met un coup. Mais bon, après, 1 semaine après, elle me descend du canapé, donc je me dis que de toute façon... C'est du travail, mais il ne faut pas perdre espoir. Moi, j'ai une fille aînée aussi qui m'aide là-dessus. Mais ça fait plaisir de voir qu'on a une famille en dehors de la famille proche que moi, je n'ai pas forcément non plus. Et du coup, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont accueillies avec grand plaisir dans leur petit bout de famille. Et puis, moi, je vais devoir vous laisser, par contre, parce qu'il faut que j'aille coucher la grande, qu'on profite un petit peu trop de la conférence, en fait. Et franchement, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre... De rien. Rien du tout. Une bonne soirée. Une bonne nuit à tout le monde. Merci. Bonsoir, Audrey. Au revoir. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a largement dépassé le temps qui était prévu. Ça va, j'ai plus rien à faire ce soir. Il n'y a plus de questions?
Bon, en tout cas, nous, on est très contents d'intégrer votre groupe. Hein. Et puis, on trouve que c'est très, très agréable. Même nous, ça nous rassure de ne pas être seuls. Voilà. Eh ben, merci énormément, Sandrine et Christophe, pour votre témoignage. Oui. C'était super de voir Léa et de voir son caractère très sympa et très, toutes ses interventions. Merci énormément de nous avoir consacré votre soirée. On se dit rendez-vous fin mars pour ceux qui peuvent participer au week-end de rencontre. Et pour les autres, on est toujours en contact via notamment le groupe Facebook. Et on se retrouve en mai-juin autour des différents moyens de communication. D'accord. Voilà. Je vous mettrai une petite vidéo de Léa au ski. Volontiers. Sur Facebook. Voilà. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.